Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail. On admire leurs performances, leurs médailles, leurs records. Pour expliquer leur réussite, on parle souvent de talent, de travail ou encore de génétique. Mais ce qui fascine peut-être encore davantage, c'est leur capacité à repousser leurs limites. Rafael Nadal ou Novak Djokovic capables de continuer à jouer malgré les douleurs physiques. Léon Marchand qui travaille son mental avec autant d'exigence que son physique pour enchaîner les exploits. Ou encore Simone Biles qui a eu le courage de se retirer pour préserver sa santé mentale avant de revenir au plus haut niveau. Mais au fond, qu'est-ce qu'un mental de champion ? Est-ce une qualité réservée à une poignée d'athlètes d'exception ou une compétence que chacun peut développer ? Et surtout, que peut nous apprendre la psychologie des plus grands sportifs pour mieux affronter les défis de notre vie professionnelle ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui avec Anthony Mette, docteur en psychologie, préparateur mental et auteur du livre La psychologie des champions. Bonjour Anthony. Bonjour. Comment allez-vous ? Pas mal. Alors, cet été est très sportif. Est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire avoir un mental de champion ? Oui, ça veut dire avoir une motivation, une concentration, une gestion du stress, qui est un élément très important pour performer, une résilience qui sont, entre guillemets, au-dessus de la moyenne et qui donc vous permettent d'avancer très loin, de gagner souvent, beaucoup, longtemps et de rebondir malgré les échecs. Dans votre livre, vous parlez du concept de grit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et en quoi ça peut faire toute la différence ? Oui, c'est un concept de mes collègues chercheurs américains qui associe deux compétences qui sont à la fois la détermination, donc l'envie de faire des grandes choses, l'ambition, plus la capacité de résister à l'effort, d'être endurant, d'être persévérant. Voilà. Donc la persévérance plus l'ambition, les deux cumulés fait que généralement ça va très très loin. Et souvent on a des jeunes joueurs qui ont une dimension, pas la deuxième, vice versa. Et donc le but c'est d'avoir les deux ensemble. Quand est-ce qu'on passe de la persévérance peut-être à l'acharnement ? Si je pense à quelqu'un comme Rafael Nadal. C'est une très bonne question. Pour nous, en tant que psycho, c'est vraiment le passage entre la normalité et le clinique, entre le pathologique et le à peu près normal. Ça se fait quand on a un besoin de contrôle trop grand, quand souvent aussi ça marche de contrôler et que du coup on persévère et qu'on n'accepte pas de lâcher prise, pas d'abdiquer, mais de faire différemment en tous les cas. Et donc là, on devient dans une démarche un peu plus clinique, pathologique, et ça entraîne pas mal de complications après. Alors, on a dû vous poser la question 100 fois, mais je la tente quand même. Est-ce qu'on est champion ou est-ce que ça se développe quand même un petit peu ? On est champion, c'est un peu dur, mais mince. On est champion, du moins on est avec des caractéristiques de champion, et bien évidemment, c'est pas suffisant, après on va aller travailler. Mais il faut quand même une base de qualité naturelle pure pour aller vers le sommet de la hiérarchie, en tout cas dans les sports très concurrentiels. Dans votre livre, vous parlez des qualités naturelles et de celles qu'on peut acquérir. Alors, lesquelles, pour retrouver un peu d'espoir, on peut essayer de développer ? On peut faire un énorme travail sur votre capacité à gérer le stress, par exemple. C'est une compétence en plus qui intéresse tout le monde, le monde du travail, du soin, de l'entreprise. Enfin, vraiment, c'est le sport et c'est une compétence vraiment fondamentale. On a fait des travaux, des avancées énormes sur le plan scientifique sur ça, et maintenant, on sait très bien le travailler. Donc, on peut faire passer quelqu'un d'un anxieux généralisé à quelqu'un qui, entre guillemets, vit bien le stress. Demain, il sera peut-être pas forcément champion du monde, mais en tout cas, il gérera bien ses émotions. Donc ça, c'est une compétence qu'on peut travailler énormément. La concentration, qui est aussi au carrefour entre la capacité et la compétence, mais on peut faire beaucoup d'exercices pour développer ses capacités attentionnelles et donc être quelqu'un de posé, calme, stable dans le temps, pas trop impulsif et qui va avoir une capacité de garder un effort constant au niveau attentionnel. Qu'est-ce qu'on peut travailler ? La motivation se travaille aussi quand même en partie. Donc c'est différent de l'ambition qui elle est souvent très innée, et vous avez des gamins qui à 5 ans veulent déjà être champions du monde sans savoir exactement ce que c'est, mais ils ont cette espèce de rêve dans la tête et dans les yeux, qui d'ailleurs souvent est influencé par les médias, ce qu'ils ont vu à la télévision ou sur les réseaux. Et la motivation, elle est plus fluctuante, elle est plus changeante au gré de la météo, au gré des défaites, des victoires, de l'entourage, de plein de choses. Et ça, on peut le travailler, on peut le stabiliser, on peut l'optimiser à un niveau vraiment très élevé. Donc voilà, en partie ce qu'on peut faire. Du coup, c'est très intéressant, je trouve, pour notre vie pro à tous. C'est des compétences qui sont très utiles et travailler ce mental est très vertueux. Oui, c'est très vertueux. En fait, je pense, pour mon cas, en tous les cas, un des objectifs en préparation mentale que j'ai, c'est de rendre les gens, les sportifs, entrepreneurs ou leaders d'entreprise antifragiles. C'est-à-dire, chacun est avec des forces, des faiblesses. On a toujours une combinaison des deux. Certains sont plus forts que d'autres, plus faibles que d'autres, etc. Peu importe. Et nous, notre travail, c'est de rendre les gens antifragiles, de leur apprendre à faire avec ça.
avec leurs forces, leurs faiblesses, et de les développer, de trouver l'équilibre, et de même s'ils tombent, même s'ils échouent, même si ils ne réussissent pas, même si c'est pas simple pour eux, eh bien ça va les rendre encore plus beaux, encore plus forts, encore plus résistants, et donc antifragiles. C'est un des buts, je trouve, du sport en général et de la préparation mentale. Vous l'évoquez dans votre livre, c'est la théorie de Nicolas Taleb avec du coup les fragiles, les solides et les antifragiles. Ça aide beaucoup pour traverser les épreuves de la vie et peut-être aussi les échecs. Ah, c'est la base de tout. Vraiment, quand vous avez la capacité de résilience, d'accepter les échecs, d'accepter les déceptions, d'accepter aussi les faits de vie, la mort, la violence, etc., la dureté de l'être humain et du monde en général, vous êtes plus fort, plus armé, et vous avez une capacité de rebond qui est beaucoup plus grande. Donc, entre guillemets, dans ce profil-là, il y a presque plus d'échecs. Il y a juste des moyens d'apprendre, des moyens de progresser, d'évoluer, de devenir toujours plus fort ou plus indépendant, et aussi plus libre, je pense. C'est un thème important, la liberté. C'est pas que philo, c'est aussi très concret, et ça permet d'avoir un regard sur le monde qui est plus ouvert, qui est plus agile, et qui est aussi des fois moins passionnel, moins émotionnel, plus froid, mais qui permet d'aller plus loin. Concrètement, ça passe par quoi pour changer son regard ou son rapport à l'échec et en tirer des apprentissages, comme vous le dites? L'échec et la réussite, c'est quand même très culturel, hein. Il y a des cultures, des pays, des sociétés, voire des civilisations où on a d'autres rapports que nous à tout ça. Donc, c'est essayer de nuancer. Par exemple, je le dis souvent, pour être très concret avec vous, je dis souvent aux joueurs, fais-moi une liste de tes échecs. Tu listes tout. Et je leur dis, chaque échec, tu vas l'évaluer sur 100% à combien c'est vraiment un échec. Ils me disent 60, 40, et là, ils commencent à comprendre qu'un échec n'est jamais qu'un échec. C'est aussi une source de positif après, de développement, etc. Et donc là, on commence un peu déjà à nuancer, à avoir un rapport qui est beaucoup plus intelligent, je dirais quand même, à l'échec, à la réussite, et donc à s'en servir comme un outil, finalement. Alors, si on devait travailler son mental comme on travaille un muscle, par quoi faudrait-il commencer? Il y a deux choses. En fait, dans l'approche que j'ai développée en préparation mentale, je dis souvent qu'il y a deux types d'outils et deux types d'objectifs. Le premier outil que je mets en place, c'est la méditation. Méditation ou toute technique de travail, d'entraînement attentionnel pour développer un cerveau calme. C'est-à-dire un cerveau qui va ne pas trop cogiter. Si vous avez en moyenne 15 000 pensées par jour, à peu près, le but, ça va être de baisser ça à 10-12 000. Comme ça, moins je cogite, moins j'anticipe les choses, et plus je suis posé, et donc plus j'ai un cerveau calme, comme dirait un bouddhiste, c'est d'avoir un cerveau qui est posé, qui est calme. Ça, c'est le travail numéro 1. Ça marche très bien, mais ça prend du temps. Ça va prendre 2-3 mois de méditation quotidienne pour arriver à une sorte d'équilibre, mais déjà de mieux-être et de sentiment d'avoir progressé, d'être plus serein. Donc 2-3 mois, c'est trop long pour les sportifs, donc j'ai accéléré un peu la machine. Et donc à côté de ça, on développe des outils qui permettent de développer l'intelligence émotionnelle. Donc on fait un énorme travail sur ça, et donc on travaille avec des jeux de cartes, des entretiens, des débriefings, même des jeux vidéo, plein de choses, des casques, etc. pour développer leur intelligence émotionnelle. Et donc c'est la jonction entre les deux, entre le calme attentionnel et ma capacité à gérer mes émotions, qui vont me faire progresser très vite et durablement. Est-ce qu'il y a des routines de champions ou championnes qui pourraient nous inspirer? Il y en a plein. Après, les routines, c'est vraiment un mot-clé pour nous. C'est-à-dire que c'est devenu quasiment presque, je dirais, pas une technique, mais c'est quelque chose qui est dans le monde sportif perçu comme vraiment indispensable. Sauf que chacun a ses routines. Donc, il faut trouver les routines qui vous parlent. On va la différencier entre les routines de préparation physique, d'échauffement. Il y en a des très connus, Nadal, tout ça, ils ont plein de routines qui des fois virent au toc, mais qui ont des choses, on va dire, très comme ça, très caractéristiques. Routine attentionnelle, ce qui devient un peu nouveau dans le monde du sport. Donc on va jongler, on va travailler les yeux, avec vos yeux, on rentre sur un terrain, je regarde le coin gauche en haut, droite en haut et droite derrière moi. Comme ça, mon cerveau fait tac, tac, tac. Il fait un travail attentionnel qui est quasiment hypnotique. Et il prend conscience de l'espace dans lequel je suis véritablement. Donc, comme un acteur sur scène qui rentre, l'acteur il rentre et en fait, il vous impose sa présence sur scène. Parce qu'il regarde le public, il regarde tout le monde, il prend un temps d'observer, et là, on fait la même chose. Donc, je vais observer ce qui se passe. Et le plus important pour moi, c'est les routines émotionnelles, ce que je ne travaille pas du tout les sportifs. Et du coup, je m'intéresse beaucoup à ce que font les artistes, les comédiens, les chanteurs, parce que inversement, ils travaillent énormément ça. Donc là, on va respirer, on va utiliser des parfums, des odeurs, des couleurs, des photos, des images, des vidéos. On va travailler sur l'humour, la joie, etc. pour trouver la bonne combinaison d'émotions qui va permettre à chacun d'être à son prime, à son niveau, on va dire, de préparation optimale.
Est-ce que c'est important aussi ou pas de s'infliger entre guillemets des petits inconforts quotidiens et volontaires pour apprendre à se dépasser un petit peu plus chaque jour? Alors, c'est pas important, c'est obligatoire. Ah mince! Voilà, c'est tout l'enjeu et c'est ce que j'aime bien avec les sportifs, c'est qu'en fait, les champions ont cette force-là, c'est-à-dire qu'ils sont en difficulté, ils vont pas arrêter. Ils vont peut-être un peu râler, mais ils vont se forcer pour y arriver. Ça, c'est une des caractéristiques vraiment des champions et on le voit nous en détection très vite. Les gamins qui arrêtent parce que c'est trop compliqué ou ça leur plaît pas, etc. On sait que ça va être difficile, alors que ceux qui persévèrent, un peu comme on sait le test du marshmallow là qu'on a fait chez les petits pendant très longtemps, c'est une force énorme. Donc en fait, il faut se dire qu'on a tous un équilibre qui est le nôtre, qui est plus ou moins stable, précaire, etc. Et que si on veut le renforcer, il faut travailler ses faiblesses, ses manques, etc., ses besoins. Et même pour aller plus loin que ça, je dirais que vous savez, la différence qu'il y a entre le dev perso, la psycho et la préparation mentale, c'est une question de niveau et de difficulté. Et en fait, plus vous voulez aller loin dans la progression, et plus on va aller vers la transformation. Donc, je vais progresser souvent en travaillant mes capacités naturelles pures. Je vais les optimiser. Je vais pas trop travailler mes faiblesses. Par contre, le jour où je vais travailler mes faiblesses, je vais te transformer. Je vais transformer mon caractère, ma vision du monde, mon approche presque du sport, ma philosophie. Je vais devenir quelqu'un d'autre par justement ce travail-là. Et ça, c'est le niveau vraiment pour nous le plus élevé en préparation mentale. Quels sont selon vous les plus grands mythes sur le mental? C'est une question difficile ça. Pour moi, le plus grand mythe, et c'est quelque chose qui me pose encore problème dans les clubs avec qui je travaille ou les entraîneurs, j'allais dire un peu vieux, et qui ont un peu un mindset ou des visions de leur pratique à eux, anciennes, c'est-à-dire que ils réduisent beaucoup à voir le mental, à voir cette espèce de caractère très froid, presque violent, dur au mal, et qui n'a pas peur. Or, tout le monde a peur, sauf les 1% de psychopathes dans le monde. Donc, ça fait quand même pas beaucoup de gens. Et surtout, le but de la vie, c'est d'apprendre à ne pas avoir peur. Et nous, on sait faire ça. Donc, en fait, on peut prendre un joueur qui a peur petit, qui est stressé, etc., parce qu'il est plus sensible. On peut lui apprendre à gérer ça et à en faire un champion. Il y a plein d'exemples connus, Nadal par exemple, Wembanyama a ce profil-là aussi, il est incroyable, il est en train de changer la vision du sport des Américains, c'est un truc de fou, normalement c'est l'inverse, c'est eux qui changent notre sport, lui il change la vision des Américains du sport, parce que il a une façon de parler différente, il exprime ses émotions, il dit ce qu'il ressent, il est très loquace, il va chez les moines Shaolin, il fait des choses qu'aucun, pour l'instant, basketteur américain n'avait fait. Donc ça, c'est important. Et donc, ces profils-là sont des nouveaux sportifs et c'est on va dire, un type de champion que moi, pour le coup, j'adore, évidemment, et qui change un petit peu ou qui casse les stéréotypes qu'avaient les entraîneurs d'avant et une certaine culture sportive un peu dure. Ce qui est rassurant, c'est que c'est plus le mythe du super-héros, mais au contraire, ce sont des humains comme nous qui doutent, qui ont aussi des craintes. Exactement, c'est des super humains pour le coup. Hein. Parce que en fait, ils ont la combinaison d'être à la fois très performants dans des moments de pression absolument mais insupportables, et en même temps, dès que c'est fini, de redevenir très altruiste, très empathique, très humain. Souvent, ils adorent leurs enfants, etc. Ils font beaucoup de travail associatif. Ils sont vraiment sur ça et c'est des gars géniaux, vraiment. La clé pour supporter cette pression du haut niveau, c'est quoi? Être entouré, avoir un clan quand même, parce que je pense que seul on n'y arrivera jamais. Donc il faut déjà avoir des bons coachs et avoir des personnes dans votre progression qui sont compétentes, qui vont vous porter. Et après, comme vous y êtes, pour y rester, il faut avoir un clan. C'est-à-dire qu'il faut avoir un entraîneur, peut-être 2, un préparateur mental, un psy, un confident, une femme, un mari, un clan familial très fort, mais pas trop parce que tu dois pas être trop présent pour parler foot, rugby, etc. quand tu rentres à la maison. Il faut un clan, en fait, plusieurs. Pour moi, c'est un des éléments clés de ceux qui ont réussi, c'est vraiment de savoir s'entourer parce que faut quand même pas oublier que les champions, ils sont champions des fois à 18 ans. Mais ils n'ont pas la maturité, ils ne peuvent pas avoir la maturité juste d'un point de vue neuropsychologique de quelqu'un de 30 ans, c'est impossible. Donc pour qu'il l'ait, il faut que d'autres autour aient cette maturité-là. Donc il faut s'entourer de gens plus vieux que soi, plus experts, qui pensent différemment, etc. Et il faut qu'ils aient l'intelligence, eux, d'écouter ce que les vieux disent. Ce qui est pas simple. Hein. Alors, dans chaque épisode de Good Job, je demande à ChatGPT de poser une question à mon invité, donc je vais vous lire sa question. Si demain, l'intelligence artificielle peut remplacer une partie de nos compétences techniques, quelle qualité mentale deviendra selon vous la plus précieuse pour réussir ? L'écoute.
En fait, ChatGPT est très fort pour vous sortir des tonnes de fiches, de conseils, etc., qui sont d'ailleurs très bien faits et qui nous remplacent très facilement. Je trouve ça finalement assez cool. Par contre, ChatGPT ne sait pas écouter, ne sait pas poser les yeux sur vous, ne sait pas vous regarder quand vous parlez, ne sait pas comprendre exactement ce que vous ressentez. Et donc, cette faiblesse-là d'empathie, ça, c'est ce qu'on a de plus fort déjà aujourd'hui, mais c'est ce qui va vraiment faire la différence à l'arrivée. Pour terminer notre épisode, est-ce que vous aimeriez lancer un défi à nos auditeurs pour essayer de booster leur mental? Je peux aller loin ou pas? Oui, on va faire un truc très cool. Souvent, je dis aux personnes avec qui je travaille de passer une journée sans parler. Vrai challenge. C'est un gros défi. Hein. Ah, c'est un sacré défi. Ou sinon, faites au moins sans téléphone, déjà. Plus simple. Ça va vous apprendre du coup à faire différemment. Ça va vous apprendre à avoir des techniques de faire différemment, de répondre en écrivant, avant des gestes, etc. Et à ne pas exprimer ce que vous pensez. C'est un très bon travail pour le coup méditatif et un peu de moine bouddhiste. La bavarde que je suis trouve que le challenge est très haut. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Anthony. Et je rappelle votre dernier livre qui s'appelle La psychologie des champions. Bel été. Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.